Eh bien, à nouveau, bonjour à toutes et à toutes. On espère que cette pause fut bonne. Est-ce que la tienne était bonne, Marion? Oui, bah, j'ai pas une pause, moi je débarque en fait. Tu Mais débarques. du coup, ça va, moi je suis fraîche, tout va bien. Ok, super. Donc là, on va faire une nouvelle heure de live métier. On va découvrir le parcours de Simon. Simon qui est développeur, ingénieur logiciel chez Wenabi. Donc il va nous raconter un petit peu son parcours, son métier et nous présenter son entreprise. Mais avant toute chose, on va quand même présenter Marion parce que Marion, bah, c'est la première fois qu'elle fait un live avec nous. Donc on la salue. Hein, c'est un plaisir pour moi de pouvoir animer cette heure avec elle. Et donc, avant toute chose, eh bien, Simon, bonjour, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Super. Eh bien, on est ravis d'être avec toi ce matin. Eh bien, on va te laisser la parole et tu vas nous présenter un petit peu Wenabi. Yes. Donc bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc moi je suis développeur web dans une entreprise qui s'appelle Wanabi, qui est une petite entreprise de l'économie sociale et solidaire, et on développe un site web en fait où on met en collaboration, où on met en relation des employés d'entreprise et des associations pour faire des missions d'intérêt général. En gros, c'est un peu pour aider son prochain. Donc, les missions d'intérêt général qu'on propose, ça peut être distribuer des repas à des sans-abri via l'association Les Restos du Cœur, l'Armée du Salut, voilà, toutes sortes de choses. Donc, en fait, on a ces deux entités qui sont les employés et les associations qui sont sur une même plateforme, un même site web, et ça crée une communauté d'engagement solidaire. Voilà. Et donc, dans le cadre de cette entreprise, quel est le métier que tu exerces? Quelles sont tes fonctions? Alors, en tant que développeur web, on construit justement ce site web-là, cette plateforme-là, qui regroupe à la fois, je le redis encore une fois, les employés et les associations. Et donc voilà, donc le métier, c'est vraiment la construction de ce site web, les améliorations, la correction de bugs, d'incidents, voilà, qui peut arriver sur le site web. Donc, en fait, tu t'occupes de la création de l'interface, donc avec les différents onglets, et puis tu t'occupes également de tout le parcours utilisateur, de façon à ce que que ce parcours soit le plus cohérent possible. Exactement, ouais, c'est ça. Comme tu l'as dit, c'est à la fois l'interface, le jeu de couleurs, le design, le fait d'avoir quelque chose d'intuitif pour que les utilisateurs puissent s'y retrouver rapidement, sans que ce soit trop fouillis. Et en effet, il y a l'autre partie qui est plutôt la partie cohérence des données, parcours utilisateur, donc c'est la partie qui est un peu cachée, qu'en général les utilisateurs ne voient pas, mais qui est bien présente, sinon bah, il n'y aurait rien qui fonctionnerait, et qui permet par exemple, enfin je reviendrai un peu en détail je pense plus tard, mais qui permet de mettre des contrôles sur le site web. D'accord. Par exemple, ne pas pouvoir faire une mission qui s'est passée 2 mois avant, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, tu as parlé de trois spécialités lors de ta présentation. Donc, le front-end, le back-end et le full stack. Est-ce que tu pourrais nous définir ces trois termes? En quoi ça consiste? Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est des termes anglais. Il faut savoir que dans le développement web et dans l'informatique, on parle beaucoup anglais. Donc il faut s'approprier ces termes-là. Mais c'est très, très simple. Le front-end, donc front en anglais, ça veut dire ce qui est devant. Donc, en fait, le front-end, c'est justement l'interface. Donc, c'est tout ce que l'utilisateur va voir. C'est ce que je vous disais avant, les boutons, tout le texte, les couleurs, tous ces machins. Le back-end, c'est justement la partie serveur. Donc, c'est la partie logique de l'application. Et le full stack, bah, justement, en fait, c'est le regroupement des deux. Donc, on peut être, quand on est développeur web, on peut être spécialisé dans une catégorie, soit le front-end, soit le back-end, donc soit l'interface, sur la partie logique, sur la partie serveur. Ou alors, on peut aussi être fort. On peut aussi être très bon dans les deux. Et à ce moment-là, on appelle ça du full stack, où en fait, on regroupe bien les deux parties du site web et on peut développer un site web tout seul. Donc, du coup, Voilà. de ton côté, toi, ta spécialité majeure, elle se situe où? Est-ce que c'est plutôt du front-end, du back-end ou du full stack? Les trois en même temps? Alors, ouais.
dans mon travail chez Wannabe, c'est du full stack. Donc on s'occupe à la fois de la partie interface et de la partie serveur. Ça, c'est parce qu'on est aussi une petite équipe et donc il faut savoir un peu tout faire. Dans des grosses entreprises, c'est un peu plus segmenté, donc il y a de très grandes chances que des gens soient spécialisés dans un seul domaine, soit la partie interface, soit la partie logique. Mais en tout cas, moi, au jour le jour, c'est vraiment les deux sont très très liés et je peux à la fois développer l'interface et à la fois la partie serveur dans la même journée. Eh bien, de pouvoir, en tout cas, ça fait des journées qui sont quand même assez full, assez remplies. Donc là, juste, on voit la photo que tu nous as mise sur le côté gauche, c'est bien l'interface du coup de l'entreprise. On est d'accord. Donc quand on rentre sur le site, c'est ce qu'on voit. Exactement. Alors ça, c'est la page vitrine en fait du site web Wannabe. L'interface de la plateforme vraiment où on va pouvoir sélectionner ses missions, c'est encore autre chose. Mais oui, ça c'est en effet c'est la page vitrine, on appelle ça. C'est la page pour démontrer un peu ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on peut apporter aux entreprises. Voilà. Et c'est aussi, enfin oui, c'est aussi nous qui la développons, en effet, tout à fait. Alors, tu utilises le mot nous, donc je suppose que tu n'es pas tout seul, forcément, à pouvoir faire tous ces développements. Alors, on serait tous curieux un petit peu de savoir eh bien, à quoi ressemble ta journée type. Oui, tout à fait. Alors oui, en effet, on est une équipe de 4 développeurs. On est tous aussi développeurs full stack, donc qui travaillons sur les deux parties de l'application du site web. Donc la journée type, alors ça peut dépendre d'entreprise en entreprise et chaque équipe a un petit peu sa journée articulée comme il le souhaite. Mais en gros, pour moi, le matin, on a une réunion quotidienne avec toute l'équipe qui nous sert à identifier un peu les problèmes qu'on peut rencontrer sur le site web, les bugs qu'on nous a reportés. Et c'est vraiment une réunion qui se passe tous les matins, donc entre 8 heures et 10 heures, oui, en effet. Et ça vraiment permet d'identifier les points de blocage et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur la plateforme. Et du coup, il y a donc par la suite tout ce qui est synthèse et travail en fait avec ton équipe sur le développement de nouvelles fonctionnalités. Exactement, c'est exactement ça. Donc en fait, chaque matin, on se lance, on va dire, sur un nouveau développement d'une nouvelle fonctionnalité. Alors ça peut être par exemple l'ajout d'une page contact sur le site web, ça peut être l'ajout d'un bouton pour télécharger euh, quelque chose de particulier. Enfin voilà, donc c'est vraiment le développement depuis le début d'une amélioration ou d'une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme. Finalement, le but, c'est de toujours améliorer l'expérience utilisateur. Tout à fait, tout à fait. Tout est centré vraiment sur l'expérience et sur le plaisir que les utilisateurs vont avoir à naviguer sur la plateforme. Parce que des utilisateurs qui aiment bien la plateforme, le site web, ils vont revenir, ils vont s'engager plus et ça ne fait qu'améliorer les statistiques de participation et d'impact. Voilà. Et donc, je suppose qu'il n'y a pas toujours que des bonnes choses, il peut y avoir des bugs, forcément. Donc, tu te dois en fait de faire la correction de ces bugs. Et justement, quand ça arrive, comment ça se passe? Est-ce que tu as une alerte? Et du coup, de cette alerte, quelles vont être tes actions? Ouais, alors il y a plusieurs canaux de communication pour les incidents sur le site web. Ça peut passer par des utilisateurs qui nous remontent spontanément le problème, soit par email ou soit via d'autres applications qu'on a mis en place. Ou alors ça peut aussi être des alertes qui sont automatiques, dans le sens où quand nous on a une erreur de notre côté, enfin sur la site web, ça nous envoie un mail, mais c'est pas un mail qui a été écrit par une personne, c'est un mail automatique qui est envoyé par une machine. Donc on a ces deux façons de faire. Et dès qu'on est au courant d'un problème, il y a une phase d'analyse. Donc la première fois, c'est voir si on peut le reproduire, si ce bug est quelque chose de facilement reproductible ou pas. Il y a aussi une phase d'analyse de correction. Donc on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut corriger le problème. On va aussi regarder combien de temps ça prend. Si ça prend beaucoup de temps pour corriger un problème que personne ne rencontre ou très peu, on va forcément pas le faire tout de suite. Euh,
dès qu'on a ces deux étapes qui sont faites, on va passer à l'implémentation, à la correction du problème, et puis ensuite à une phase de vérification évidemment pour être bien sûr que ce qu'on a rajouté, ce qu'on a corrigé, eh bien, corrige bien le problème que le user a rencontré. Petite question, hein, des jeunes qui nous regardent Oui. aujourd'hui. On a Clarisse, par exemple, qui nous demande, enfin, qui te demande plutôt, combien d'heures travaillez-vous par semaine? Et puis elle a une autre question aussi, elle te demande quelles sont les compétences, les qualités, pardon, essentielles pour ton métier. Ouais, alors sur le volume horaire par semaine, ça dépend vraiment des semaines parce qu'on peut avoir des urgences avec certains clients ou des choses qu'il faut faire un peu en rapidité. Et puis aussi, il y a le contexte d'une start-up où, donc moi, c'est une petite entreprise, donc on a un volume horaire qui est quand même plus conséquent que dans des grands groupes où on demande de faire plus, où on s'investit plus parce que forcément, on est on est une plus petite équipe. Mais ça peut être on va dire entre 35 le minimum légal et 40 heures, 40 heures par semaine. Alors, Simon, vous êtes combien dans l'équipe? Dans l'équipe simplement de développement, on est 4. Il y a 3 développeurs et le responsable technique. Ensemble, lorsqu'il y a des données qui te sont envoyées, je suppose qu'il n'y a pas la correction, enfin vous ne sautez pas directement sur l'application pour pouvoir mettre en place la solution. Est-ce qu'il y a une vérification avant de pouvoir se dire OK, la solution est bonne? Ouais, c'est une très bonne remarque. Ouais, tout à fait. Dans la journée type, on a aussi une partie de revue de code. C'est-à-dire que quand on fait une correction, une nouvelle fonctionnalité ou une amélioration du site web, on ne va pas, comme tu l'as bien dit, directement livrer, on appelle ça une livraison, ce code-là sur le site web que tout le monde visite. On va d'abord lire le code et regarder s'il n'y a pas des erreurs qu'on peut directement voir, euh, même avant qu'on le teste. Donc ça s'appelle une revue de code. Et ça, c'est peut-être des choses qui ne sont pas très, très... Enfin, on s'y attend pas en fait. La plupart des gens ne se disent pas qu'on peut simplement lire du code qui a été écrit par une autre personne et voir s'il y a des erreurs. Et c'est quelque chose qui est très, très, très répandu dans l'industrie. Et c'est quelque chose qui a pratiquement toujours été là et qui sera sûrement toujours là. Je prends un exemple, c'est comme si, par exemple, on est auteur, on est écrivain, on écrit des livres super bien. L'éditeur qui va nous publier le livre, il va certainement pas directement imprimer exactement ce qu'on a écrit. Il y aura une partie, il y aura une phase de relecture avec avec sûrement le chef de l'édition. Il y aura plein de personnes qui vont se mettre sur le livre et le relire pour déjà voir un petit peu les phrases qui sont mal écrites, les fautes de français, les fautes d'accord, les fautes de grammaire, tous ces machins. Et sur le code, c'est exactement pareil. Il y a plein de choses qu'on peut voir uniquement en lisant le code et qui nous permet en fait, de corriger certains problèmes avant même qu'on les remonte. On a une petite question de Lou à propos du code, mais juste avant, on a un petit souci technique voilà, ça arrive. Est-ce que tu peux rafraîchir ta page, s'il te plaît? Voilà, comme ça permettra d'améliorer un petit peu Ouais, la qualité stream bien pour sûr. tout le monde. Et donc, pendant ce temps, je te lis du coup la question de Louis, qui justement te demande tout simplement quel langage de code vous utilisez. Bon, Il va nous rejoindre dans une petite on minute. récupère Simon. Voilà. Est-ce que tu nous entends, Simon? Bon, ben super. Alors, du coup, je te répète la question, parce que je ne sais pas si tu l'as entendu et si ceux qui nous regardent l'ont entendu. Quel langage de code tu utilises? Alors, c'est un petit peu technique, mais nous, de notre côté, on a l'application, donc l'interface qui est fait en TypeScript, qui est une variante du JavaScript, et côté serveur, on est en Java, donc le langage de programmation Java. Est-ce qu'on pourrait effectivement le mettre, l'équipe modération? Est-ce que vous pouvez noter ce terme sur le chat pour nos élèves? Et ensuite, Java, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors le premier langage, c'est du TypeScript.
type comme en anglais, type T-Y-P-E et script tout accroché S-C-R-I-P-T. Très bien. Alors, je vais juste revenir sur la question qu'a posée Marion tout à l'heure concernant les compétences, enfin les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier. Je suppose qu'il y a de l'esprit logique, ça c'est Bien une sûr. évidence, mais encore, Alors ouais, on a 4 grandes compétences clés, même s'il y en a beaucoup plus, qui sont un peu périphériques à celle-là. Mais on a premièrement l'autonomie. Il faut savoir, travailler, enfin il faut savoir, pouvoir travailler un petit peu seul par moment. Il faut être capable de résoudre des problèmes sans demander de l'aide et surtout de chercher des solutions sans demander, à son supérieur ou à quelqu'un qui est plus expérimenté. C'est très important. Il y a le travail en équipe. Donc, comme je l'ai dit, nous, on est une équipe de 4 personnes et on est très soudés. Même s'il faut savoir travailler seul parfois, il faut aussi savoir travailler en équipe et s'aider les uns des autres. Ensuite, l'assiduité, ça c'est très important aussi parce que donc en informatique, on peut rester bloqué très longtemps sur un problème et ne pas trouver de solution et il ne faut pas se décourager et il faut vraiment être, comment dire? Assez carré dans ce qu'on fait. Il y a des façons de faire qui nous permettent d'aller plus vite et il faut vraiment savoir, respecter tout ça. Ah, Et enfin la curiosité, ça c'est pas vraiment une compétence clé je dirais, mais c'est, si on veut, vraiment prendre du plaisir et aimer, ce métier qui est quand même un métier, qui paraît magique comme ça, mais au final c'est pas du tout magique et ça prend beaucoup de temps pour faire les choses bien. Il faut être curieux, il faut aimer apprendre tout le temps et se réinventer et voilà. alors ok, Simon, tout à très bien. l'heure, Laurent, il a fait référence à l'anglais. Il me semble, si je dis pas de bêtises, tu disais que c'était quelque chose qui était assez présent. Est-ce que ça fait partie des compétences clés dans ton métier? Oui, alors, je ne sais pas si ce serait clé parce qu'on peut se débrouiller, surtout en travaillant en France, avec un anglais un peu approximatif. Mais oui, c'est vrai que dès qu'on essaye de découvrir des choses qui sont pas enfin, qui sont peu faites, on va dire qu'on va avoir beaucoup de documentation, beaucoup d'articles de blog et de vidéos qui seront uniquement en anglais et donc en effet, si on n'est pas vraiment à l'aise avec l'anglais, ça peut être handicapant. Heu, voilà, mais on va dire que c'est pas primordial pour réussir, mais on va dire si on veut vraiment, être vraiment à l'aise et être fort en fait dans ce métier-là, la maîtrise de l'anglais, c'est en effet, c'est assez indispensable. Indispensable, en effet. Alors, on va, effectivement, là, on parlait des compétences. Il y a une petite coquille qui s'est glissée sur le mot assiduité. Je laisse nos élèves bien l'orthographier, hein. En termes de compétences, c'est une chose, mais est-ce que toi, tu rêvais, quel était ton rêve d'enfant? Tu Alors, rêvais déjà dès petit de devenir développeur web? ouais, alors pas forcément développeur web, mais c'était plus un peu travailler dans l'informatique et surtout, être, moi ce que je voulais c'était être, dans l'informatique ça et avoir un diplôme d'ingénieur et donc la petite photo que vous voyez à gauche, c'était un petit peu, le rêve que j'avais où je voyais l'informatique un peu ce qu'on montre dans les films et dans les séries où c'est un mec avec une capuche qui travaille dans le noir avec des néons un peu partout et des couleurs qui ont pas vraiment de sens dans la vraie vie. Et au final, alors j'ai gardé ce rêve parce que c'est le métier que je fais, maintenant, mais vous voyez la photo de droite, c'est pas du tout la même ambiance. On est plus dans une ambiance de travail, assez classique avec des collègues voilà et des problèmes à résoudre et pas du tout, dans une ambiance, toute noire ou tamisée, enfin voilà. Mais oui, oui, c'était un peu mon rêve et j'ai eu cette chance de le réaliser donc voilà, c'est super. Donc ça, c'est vraiment, effectivement, génial. Comme quoi, il faut s'accrocher à Ben ses oui. rêves et croire en soi. Exactement. Est-ce que tu es amené à te déplacer? Alors, c'est vrai que ça a l'air d'être, c'est forcément un métier où on est en intérieur, mais est-ce que dans le cadre de d'autres fonctions que tu pourrais avoir en extension, eh bien, tu es amené à te déplacer? Des déplacements professionnels, alors, il se peut, c'est quand même assez rare, je vais pas vous mentir, qu'on soit amené à aller visiter certains clients pour, soit faire des démonstrations, ou soit présenter l'application à des clients dans leur bureau. Mais ce sera quand même plutôt, le boulot enfin le travail d'un commercial de faire ça et nous, on serait plutôt en support technique si jamais il y a des questions, sur l'application ou sur la plateforme en général. Hem,
Donc ça peut arriver, mais on va dire que 95% du temps, non, c'est quand même un travail dans les bureaux où on n'est pas amené à se déplacer beaucoup. Donc, juste pour revenir, avant de pouvoir continuer, en termes de bugs, tout à l'heure, je disais qu'effectivement, tu nous disais hein, tout à l'heure qu'il y avait toute une phase de vérification avant de pouvoir dire c'est OK. Combien de temps ça prend pour corriger un bug? Bah, là, il y a un peu toutes les mesures possibles, hein, voilà exactement, ça dépend du bug, mais ça peut être, un truc très, très simple en 15 minutes, c'est réglé et ça peut être des choses très compliquées qui prendront peut-être, plusieurs jours ou plusieurs semaines. Par exemple, s'il y a beaucoup enfin, si le bug est compliqué à corriger parce qu'il faut changer plein de choses autour, ça peut augmenter l'estimation pour la correction. Mais il y a des choses très simples aussi où on peut juste changer un bouton de place ou l'action sur un bouton et ça prend 10 minutes, quoi. Donc il y a un peu tout ça et il faut aussi un peu savoir bien estimer pour justement tomber juste. Et si on dit que ça prend 20 minutes alors que ça prend une journée, bah, c'est pas bon, quoi, parce qu'on va prendre du retard sur le reste. On peut parler de entre 10 minutes et plusieurs jours parfois selon le bug. Tout Et à fait. Ouais, effectivement, ne ouais. pas s'avancer à donner en fait des deadlines, en fait, donc une date en fait de livraison beaucoup trop courte, alors que le bug nécessite beaucoup plus de temps de travail. Tout à fait. Ouais. Alors là, on voit, Marion, hein, tu me confirmeras, il y a plusieurs questions des élèves, Ouais. parce qu'ils sont tous curieux un petit peu de connaître ton parcours scolaire. Ouais, alors, bah, moi, j'ai un parcours, assez classique, on va dire, j'ai fait un bac, S, option sciences de l'ingénieur. Alors je ne sais pas si cette option existe toujours, mais en gros, c'est une option, où il y a un peu plus de mécanique et d'électronique, que dans un baccalauréat scientifique, classique. Voilà. Après j'ai fait, donc une école d'ingénieur avec une classe préparatoire intégrée. Donc en gros, enfin, pour ceux qui ne savent pas, les écoles d'ingénieurs, normalement, c'est une formation de 3 ans et il faut faire des classes préparatoires avant de les intégrer. Et moi, j'ai fait une formation où la classe prépa était directement dans l'école. Donc c'est pour ça que j'ai fait 5 ans à l'EISTI, qui est une école d'ingénieurs à Pau, donc dans la région, dans le Pays basque. Voilà. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire un double diplôme aussi en Écosse, dans une université, voilà, bon, qui s'appelle MSc in Computer Science, mais c'est exactement la même chose que diplôme d'ingénieur en informatique, c'est juste la traduction en anglais. Donc voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est un peu le parcours classique, mais j'ai envie de dire ce qui définit vraiment ce qu'on va faire et les compétences qu'on va avoir. Je trouve, en tout cas dans mon cas, ça a été les stages que j'ai faits. J'ai eu la chance de faire plusieurs stages, notamment à l'étranger, et qui m'ont permis, on va dire, d'exploser les compétences que j'avais. Parce qu'à l'école, c'est bien, il y a beaucoup de théorie, il y a un peu de pratique, mais ce qu'il faut faire dans l'informatique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer. Enfin, ce que je dis souvent, c'est que l'informatique, c'est un métier intellectuel, mais qui est aussi manuel parce qu'il faut énormément faire. Et on peut lire tous les livres qu'on veut. Il faut mettre un peu les mains sur le clavier et il faut coder. Donc voilà, donc très important. Les stages, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Si je reprends bien, la classe préparatoire, elle a duré combien de temps? C'est un an, 2 ans? La classe prépa, c'est 2 ans. 2 ans. Ouais, Ensuite, donc, tu as intégré cette école d'ingénieur et ensuite, tu es parti à l'étranger. Donc, tu disais exactement. qu'effectivement, cette expérience à l'étranger t'a permis d'être beaucoup plus compétent ou en tout cas d'apprendre de nouvelles choses. Finalement, c'était en fait le même diplôme. Mais est-ce que tu pourrais nous donner les différences justement entre cette formation que tu as fait en France et cette expérience à l'étranger? Ouais. Bah, alors c'était une année qui a regroupé 2 diplômes et c'est vraiment deux diplômes différents. La formation d'ingénieur qu'on a en France est quand même très différente des formations académiques, plutôt, universitaires qu'on a à l'étranger. Enfin, vraiment l'école d'ingénieur, c'est vraiment un truc typiquement français qui n'existe pas, qui se retrouve pas ailleurs, où on a,
où on a en fait, donc on apprend l'informatique évidemment, mais on a beaucoup plus de compétences qui sont périphériques à ça, notamment la communication, le management. On a une partie finance aussi, gestion de projet. Donc il y a plein de choses qui se greffent en fait à cette formation d'informatique en école d'ingénieur qu'on n'a pas quand on va à l'université, notamment moi quand je l'ai fait en Écosse. En fait, on est plus, quand on est, en université, on a beaucoup moins de cours en fait, on a beaucoup moins, de classes qui sont obligatoires et on a beaucoup plus de temps après pour faire des projets, soit tout seul ou soit en groupe. Ce qui n'est pas le cas pour les écoles d'ingénieurs où il y a beaucoup plus de cl de classes obligatoires en fait et beaucoup moins de projets. Donc il y a un peu moins de pratique, je trouve, dans les écoles d'ingénieurs françaises, mais qui nous forment à beaucoup plus de choses, notamment la communication, gestion de projet, tout ça. Alors qu'à l'université, en France comme à l'étranger, il y a beaucoup plus de pratique, mais on apprend moins de choses qui sont hors la spécialité qu'on a choisie, quoi. Donc, On a aussi une question par rapport à ça, aux formations, Simon, d'Adonis qui te demande, non, c'est pas Adonis, pardon, on y reviendra plus tard, c'est Pierre qui demande si l'école 42, c'est bien pour ton métier, ça peut être utile. Alors, j'ai un ami qui fait l'école 40, enfin qui a fait l'école 42. L'école 42, je pense que c'est bien si on veut pas te faire de formation, enfin, sauf si on a en reconversion, ça c'est encore autre chose, mais si on a l'âge et le cursus classique d'un écolier qui va jusqu'au bac scientifique, je pense que c'est bien, mais je pense que c'est peut-être même encore plus dur que les écoles standards, dans le sens où quand on est jeune, on a besoin, enfin, je pense, de cadre un petit peu. Et l'école 42, c'est pas du tout cadré. On fait ce qu'on veut. Donc ça peut correspondre pour des gens qui aiment pas du tout l'école, qui aiment pas du tout devoir aller en cours à 9 heures le matin ou à 8 heures le matin et finir à 17 heures. Mais il faut vraiment être prêt à faire les efforts pour y arriver parce que enfin, si on travaille 1 heure par jour, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, quoi. Je trouve que c'est encore plus dur en fait de faire l'école 42, sauf si on a vraiment la mentalité pour ça. Mais voilà, après c'est mon avis, je l'ai pas faite personnellement, mais voilà. donc effectivement, au sein de ton école en France, donc tu disais il y avait beaucoup plus d'apports théoriques, un petit peu moins de pratique par rapport à ton expérience en Écosse. Donc je suppose que tu fais de la veille et de la recherche aussi. Je pense que c'est indissociable en fait de ton travail au quotidien. Et on a une question de Tom qui demande est-ce que parfois tu dois rechercher de nouveaux langages? Alors, des nouveaux langages, mmh, bah, ça dépend ce qu'on peut faire, mais sur un projet qui est déjà établi, on va rarement changer de langage, parce que, bah, ça a un coût. Il faudrait tout refaire, en fait, donc on va pas changer souvent de langage, mais par contre, on va rechercher des nouvelles solutions dans ce langage-là. Il y a plein de façons de faire les choses, plus ou moins efficaces, plus ou moins coûteuses. Donc c'est plutôt une recherche de solutions dans un langage donné, plutôt que changer de langage. Une fois qu'il est établi, on essaie de ne pas le changer et s'il faut qu'on le change, c'est qu'on a fait un mauvais choix à la base, en gros. Donc voilà. Mais après par contre pour un nouveau projet, où on démarre de zéro, là oui, il y aura sûrement une petite recherche de, quel langage nous permet, de résoudre notre problème le plus facilement possible. Mais une fois que ça c'est fait, on reste sur ce qu'on a décidé, quoi. Très bien. Donc finalement, il vaut mieux rester sur ce qui a été décidé, sinon ça risque de bousculer un petit peu les choses. Exactement. On a plusieurs questions de nos élèves qui se demandent quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier. C'est un peu compliqué, je pense qu'il y a une ça c bah, c'est un peu toujours pareil, mais les avantages, je pense que c'est l'autonomie. On est comme dans un métier où on nous fait quand même beaucoup confiance. Si on montre qu'on a les capacités, on peut faire un peu ce qu'on veut. Moi, par exemple, j'ai pas d'horaire, précise. Enfin, s'il y a une journée où je voudrais commencer à 10 heures à la place de 9 heures et finir 1 heure plus tard le soir, il y a pas de problème. Si je veux prendre, 2 heures de pause, pour aller, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur les enfants, récupérer mes enfants, qui sont à la garderie ou genre n'importe quoi, il y a pas de problème. C'est un métier qui est quand même très libre. De l'autre côté, c'est un métier aussi qui demande beaucoup d'investissement. C'est compliqué de faire des journées,
très carré de uniquement 7 heures par jour. En général, quand on est bloqué sur un problème, on va devoir travailler un peu plus pour le résoudre plus, enfin voilà, parce qu'on peut pas tout le temps, il y a un moment, il faut rattraper le retard qu'on a accumulé. Donc c'est un métier qui demande aussi beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts, mais je pense que si on est curieux et si on est content de son métier, je pense que c'est un métier où on peut s'épanouir beaucoup. Voilà. Et après, bah, c'est sûr que la rémunération aide aussi à ça quand même, le métier, même si on est, qu'on soit ingénieur ou pas, mais dans l'informatique, c'est quand même une formation qui emploie beaucoup, où on a beaucoup de demandes pour avoir des CDI ou des choses comme ça. Et le salaire qui va avec, c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas au SMIC toute sa vie. On a une grande panoplie on a une grande fourchette de salaire et on peut beaucoup évoluer, quoi. Eh bien, justement, Ouais. tu nous parles de salaire et donc est-ce qu'on pourrait te poser cette fameuse question qui est toujours effectivement posée durant les live métiers par les élèves. Quelle est ta rémunération, si je peux me permettre, ou du moins une fourchette de rémunération pour pouvoir indiquer, on peut peut-être partir de la rémunération au départ en sortant de l'école, quand on commence son expérience, et puis à quoi pourrait ressembler une rémunération quand on devient senior, donc avec beaucoup plus d'années d'expérience. Bien sûr. Quand on sort d'école, alors qu'on ait fait une école d'ingénieur ou une université en général, c'est la même chose. On a un niveau bac+5, donc il y a pas beaucoup de différence. Dépendamment de si vous êtes à Paris ou en région parisienne ou en province aussi, les salaires vont un peu fluctuer. Mais on va dire que sortie d'école, enfin sortie de formation, on doit être aux alentours de 35 000 euros bruts sur l'année. Et après, Ce qui donne en net par mois à peu près. c'est une très bonne question. Je sais pas, il faudrait enlever 20 de ça, mais non, net par mois, on doit être, je sais pas, quelque chose comme peut-être 1 800, 1 900 euros, je sais pas trop. Q Voilà, quelque chose comme ça. Et après, bah, quand on prend l'expérience, on peut largement, doubler, ce salaire, assez, je vais pas dire facilement, ça dépend aussi de ses compétences, de son envie, de sa structure. Évidemment, dans les petites entreprises, on gagne un peu moins d'argent, mais on évolue beaucoup plus vite. Mais après, on peut très bien aller sur des 2 500 €, 3 000 € net par mois sans avoir 40 ans d'expérience, quoi, hein. Donc un salaire, enfin, c'est un métier où on peut évoluer très vite et où il y a aussi beaucoup d'argent. Toutes les plus grosses entreprises maintenant, c'est des entreprises de technologie, Microsoft, Google, Apple, et c'est les développeurs qui sont pratiquement les mieux payés, quoi. Donc il faut y penser. Après, il ne faut pas faire ça que pour l'argent, hein. Sinon, je pense qu'on va être triste, hein, mais c'est une compensation et ça aide, C'est bien sûr. important d'être curieux. Excuse-moi, Marion, Non, mais il y a pas de souci. je t'ai coupé. Donc, être curieux, effectivement, être passionné par le sujet. Je suppose effectivement qu'il faut avoir de l'appétence et de l'aisance avec les matières scientifiques du type mathématiques, je suppose, et puis aussi en lien avec toutes les nouvelles technologies. Bien sûr, ouais, ouais. Juste, je reviens juste sur l'appétence sur les mathématiques, physiques et autres. Disons que ça va aider, pour la formation surtout. Bah, parce qu'en école d'ingénieur et en classe préparatoire surtout, les 2 ans qui sont après le bac, bah, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de mathématiques, de physique, de chimie, de mécanique, d'électronique. Donc si on n'aime pas du tout ça, bah, on va avoir du mal à s'y mettre dedans et ça va être, un peu compliqué. Heu, mais après, une fois qu'on a fini, on va dire, cette classe préparatoire qui sont un peu, hem, enfin après c'est le format un peu, élitiste de la France, hein, où on sépare, ceux qui peuvent apprendre beaucoup et ceux qui peuvent pas trop. Bah, une fois qu'on a passé ça, après, même si on n'aime pas les maths, on va pratiquement plus en faire. On va pratiquement faire que de l'informatique toute la journée. Voilà, donc il faut pas non plus se bloquer sur, «Si j'aime pas les maths, je pourrais jamais devenir informaticien». C'est faux. C'est juste que si on n'aime pas du tout, bah, on va vraiment passer de mauvaises années au début de sa formation. Mais après, il y en a qui le font, hein. Moi, je suis pas forcément si curieux des maths que ça et je suis arrivé là, donc si je peux le faire, tout le monde peut le faire, je pense. Donc voilà. Bon, on a une question sans transition, d'Amir qui est un petit peu inquiet, visiblement, du métier de développeur par rapport
aux problèmes de vue. Il nous dit, est-ce que c'est vrai que ce métier peut donner quelques problèmes de vue? Forcément, parce que on s'imagine qu'on est toute la journée devant des écrans d'ordinateur, voilà, à coder. Donc effectivement, il faut être très concentré sur son écran. Donc c'est effectivement, ça peut arriver dans ton métier? Oui, mais je pense que ça peut arriver dans tous les métiers où on est sur un ordinateur souvent dans la journée. Je parle même les métiers qui sont dans le secrétariat ou dans les renseignements, des choses comme ça, où on passe quand même tout son temps sur l'ordinateur. Donc c'est pas un métier uniquement, enfin c'est pas comment dire, c'est pas une maladie, mais c'est pas une dégénérescence uniquement liée au fait de faire de l'informatique. Mais oui, c'est sûr que le fait de rester sur les écrans ou d'être sur un écran dans une pièce toute noire et tout, ça accélère la dégénérescence de la rétine, tous ces machins. Mais enfin, je pense pas. Enfin, si après c'est vraiment quelque chose qui est, enfin, qui fait peur, peut-être qu'il faut. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il faut changer de métier en effet, mais enfin, il faut des années avant qu'on ait vraiment une sensation de perte de vue. Et oui, c'est quelque chose qui arrive, mais moi, je me focaliserai pas dessus, quoi. Des solutions, il y a les lunettes, que c'est pas mal. Complètement, Voilà, complètement. Puis déjà. peut-être jouer avec l'écran, peut-être mettre Ouais. un. Bien sûr, oui. Il y a des filtres en fait sur les écrans qu'on peut mettre qui mettent une lumière donc qui enlève la lumière bleue, qui agresse beaucoup, qui mettent une lumière un peu plus chaude vers les tons orangés ou jaunes et qui permet de limiter en fait le stress qu'on inflige à l'œil si on reste longtemps et notamment si on reste tard dans la soirée, voire la nuit sur l'ordi. Donc il y a plein de façons de faire et il ne faut pas s'inquiéter, je pense, de ça. Enfin, c'est naturel de toute façon. Voilà. Donc on voit que tu es autonome au quotidien, même si bien évidemment tu es en lien avec une équipe. Tu as l'air d'être très zen, c'est parfait. Mais je suppose que dans tout, comme dans tout métier, il y a des périodes un petit peu de rush où ça devient en fait un peu plus compliqué, où les bugs augmentent là, et puis tout plein de petites galères entre guillemets qui peuvent se succéder. Est-ce que parfois c'était pas un petit peu, est-ce qu'on ne se sent pas parfois un peu débordé? Si, ça peut être le cas en effet. Euh, c'est vrai quand on a des exigences clients, quand on a, par exemple, sur le phénomène de l'estimation de la correction, par exemple, si on a dit que ça prenait une journée et qu'en fait on se rend compte que ça en prend trois, il va peut-être falloir le faire en deux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, il y a forcément des périodes de rush, mais comme dans tous les métiers, je sais pas, quand on est écrivain, il y a un moment où on a dit que le livre allait sortir le 27 janvier, on ne peut pas le rendre après, quoi. C'est juste pas possible parce que tout a été planifié autour de cette date-là, et donc bah, il faut travailler un peu plus tard le soir, un peu plus tôt le matin, et voilà. Donc ça arrive, c'est pas la majorité du temps, enfin, et encore heureux, si c'est la majorité du temps, c'est peut-être qu'il faut changer d'entreprise, ou en tout cas changer de management, ou changer de façon de faire, mais il faut que ce soit vraiment ponctuel, quelques fois par mois, quelques fois par semestre, des choses comme ça, où on a vraiment un gros coup de pression, où il faut travailler beaucoup. Mais voilà, après, c'est pas du tout le quotidien et ça ne devrait pas l'être en tout cas. Donc voilà. Mettre un petit peu la pression. Parfois, c'est peut-être l'arrivée d'un malware. Alors, parce on a une question là-dessus. Alors, est-ce que tu peux définir déjà ce que c'est qu'un malware et est-ce qu'effectivement, ça peut vous arriver de faire face à ce type de problème? Ouais, alors bah, un malware, je pense que c'est un terme assez générique pour désigner une menace informatique. Ça peut être un virus ou plein d'autres choses en fait qui arrivent sur un ordinateur ou sur un serveur ou en tout cas, enfin n'importe quoi qui est lié à l'informatique. Nous, on n'a jamais eu ça et enfin en fait, ce qui le truc qui arrive le plus souvent, c'est le fait d'avoir un poste. Enfin, donc ça arrive très très rarement sur les serveurs de l'application où l'application est livrée. Ça arrive plutôt sur les machines qu'on utilise au jour le jour où les gens vont sur Internet, téléchargent un fichier qu'il fallait pas et bam, il y a un virus dedans. Ça arrive, ça nous est jamais arrivé et j'espère que ça nous arrivera jamais. Mais oui, en effet, quand il y a une chose comme ça, et on a un petit coup de pression, mais en vrai, en faisant le travail assez carré et en étant un peu, enfin ouais, en faisant attention, il y a vraiment très peu de chances que ça arrive.
Surtout dans le développeur, web où quand même, il y a des choses qui sont enfin, il y a des process qui font que c'est sécurisé. Il y a des étapes à pas enfin, voilà, il y a des choses qui sont faites pour que, les contraintes de sécurité soient respectées. Après, c'est sûr, si on est, expert en sécurité ou des choses comme ça, on est directement impacté par ça, mais c'est pas du tout, le métier, qu'on fait, quoi. Eh bien, justement, on a une petite question à poser à nos participants. Donc, il va y avoir une question qui va s'afficher sur vos écrans, chers élèves, mais d'ores et déjà, on peut la nommer. Donc, le développeur web travaille seul et n'échange jamais avec ses collègues. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de ce live, est-ce que selon vous, cette phrase est vraie ou plutôt fausse? Donc, normalement, ça devrait s'afficher dans quelques instants. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez répondre A, vrai, dans le chat ou B, faux dans le chat également. Donc, on va vous laisser répondre. Alors, ça y est, ça s'affiche normalement. Et on a pour le moment 94% de faux. Oh, ils ont bien écouté, j'ai l'impression. Oui, Ça va, ils ont bien compris. ça rassure. Donc, on va laisser encore une petite minute. Mais déjà, Simon, est-ce que tu pourrais valider ou contrecarrer cette question? Ouais, ouais, non, mais je valide que c'est faux. En effet, on travaille, jamais vraiment seul et on échange beaucoup avec ses collègues évidemment, que ce soit pour demander des conseils ou pour justement faire ces fameuses revues de code, du genre on écrit quelque chose, on n'est pas sûr vraiment de est-ce que ça va marcher ou est-ce que c'est la meilleure façon de faire? On demande à un collègue de vérifier si, le code en effet est bien écrit, on va dire. Donc ça peut être des échanges réguliers. Enfin moi, il passe pas une journée sans que je demande quelque chose à quelqu'un, soit parce que j'ai une question, soit parce que je veux qu'il regarde quelque chose ou des choses comme ça. Donc on est toujours en échange avec ses collègues évidemment, mais il faut pas oublier qu'il faut aussi savoir, travailler en autonomie et pas tout le temps dépendre des autres, quoi. D'accord, très bien. Eh bien, au niveau de notre équipe, au niveau de la modération, vous pouvez effectivement fermer la petite question, le petit quiz. Et du coup, on va rentrer sur un petit peu les idées reçues. Et puis, on prendra quand même quelques minutes avant la fin pour que tu puisses nous expliquer un petit peu. Là, on a vu des images autour du code. Donc là, ça peut être quand même être assez intéressant. Donc là, on va reprendre. Apparemment, ce serait un métier qui serait réservé qu'aux hommes. Ouais, bah, c'est ce qu'on entend souvent en fait. Il y a pas mal de filles, de collégiennes, lycéennes ou même plus tard qui étaient intéressées par ce métier et qui se disaient, qu'elles allaient être, dans un environnement, purement masculin, et en fait, bah, pas du tout. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une dominance, mais c'est même dans les sciences en général où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais en vrai, il faut vraiment pas, hem, enfin, c'est pas une généralité. Il y a des entreprises où il y a beaucoup plus de femmes informaticiennes que d'hommes. Et je pense que justement, il faut un peu pousser, pour que les femmes s'investissent dans ce métier-là parce qu'on manque, de figures féminines et plus il y aura de diversité, plus on avancera, vite et dans de meilleures conditions donc il ne faut pas du tout, se fixer sur cette mentalité-là. Il faut vraiment que tous ceux qui aiment puissent tenter leur chance et essayer de devenir, développeurs ou développeuses, quoi. Alors, effectivement, il faut éviter de se freiner. Et encore une fois, tout domaine est accessible aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Je vais revenir avant de passer juste à la dernière idée reçue qui est quand même pas mal. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, là, on voit des lignes de code. Donc, c'est concrètement des écrans auxquels tu fais face au quotidien. Tu l'as séparé en trois parties. Donc, à quoi correspond la première, la deuxième et la troisième, vraiment dans quelque chose de très synthétique, hein. Yes. Alors, rapidement, donc là, on est sur le code de la plateforme Wannabe, donc sur le site web. On est sur la partie front, donc je le rappelle, c'est la partie interface, donc c'est ce que la personne va voir et interagir directement. Et on est sur le code qui s'occupe, enfin qui permet de commenter sur une publication. Donc on a, sur la plateforme, on a un fil d'actualité exactement comme, ce qu'il y a sur Facebook ou d'autres, réseaux sociaux, pardon.
donc on peut poster on peut publier des choses et on peut commenter sous ces publications. Et donc là, le code qu'on voit, c'est le code qui permet de commenter ces publications. On a le premier, alors je ne sais pas si tout le monde voit en grand écran, j'espère, mais on a le premier carré qui est en fait le code qui va récupérer ce que l'utilisateur a écrit dans le petit champ texte. OK, et on a aussi en bas à droite une animation, un GIF de comment ça marche. Je ne sais pas si c'est visible, j'espère. La partie 2, c'est le code qui va s'occuper de prendre ce texte-là qu'on a récupéré et l'envoyer au serveur, donc à la partie logique, donc au back-end. Voilà. On viendra après sur la partie logique, mais en gros, on envoie une requête avec le texte dedans, le serveur va la sauvegarder et nous renvoyer une réponse. C'est la partie numéro 3. On récupère la réponse du serveur avec le message qui a été sauvegardé et on l'affiche. Et donc en fait, ces 3 étapes-là, ça correspond exactement à la petite animation qui est en bas à droite, où on voit la personne qui écrit, qui appuie sur un bouton, il y a un truc qui se passe et le message apparaît juste en bas. Donc en fait, ces 3 parties, eh bien, c'est le texte que rentre l'utilisateur. Ensuite, il clique sur valider. Donc cette demande en fait est réceptionnée par le serveur. Et ensuite, eh bien, on affiche le commentaire. Donc ça correspond effectivement à la 3e case qu'on voit en bas. Ben, mine de rien, pour une petite action, ça demande énormément de lignes de code finalement. Donc Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, mais c'est quel- c'est pour montrer aussi que rien n'est magique et qu'il faut enfin, il faut apprendre quand même beaucoup de choses et c'est pas un métier qu'on peut faire juste comme ça en se disant je vais rester dans ma chambre et je vais coder toute la journée. Il y a des choses à apprendre et des choses à faire et donc c'est pour ça qu'il faut bien se former et faire beaucoup de pratiques surtout. C'est bien d'accord que tout est automatisé, vous n'allez pas à chaque fois coder dès que quelqu'un met un commentaire, sinon c'est un peu compliqué, je suppose. Non, non, tout à fait. En fait, cette fonction, c'est une fonction qu'on appelle et en fait, elle est appelée à chaque fois qu'on appuie sur le bouton valider. Donc c'est une fonction qui est partagée avec tout le monde et on va pas coder ce truc-là pour chaque utilisateur, évidemment. C'est fait une fois et ça marche pour tout le monde sur tout le site web. Eh bien, merci à toi, Simon, pour ces explications. Et je vais revenir sur la dernière phrase que tu nous as donnée. Donc, apparemment, vous pouvez pirater la NASA et réparer les micro-ondes. Ouais, bah, c'est ce que les gens aimeraient bien en tout cas, mais non, non, enfin, on peut pas pirater la NASA, comme ça. Enfin, c'est des choses, qui sont faites dans les films, mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça et on peut pas non plus réparer les micro-ondes ou tout autre, appareil électroménager, voilà, donc il faut arrêter de penser ça et on est informaticien, on n'est pas électronicien ou n'importe quoi, d'autres, qui sont des beaux métiers aussi j'imagine, mais je m'y connais pas du tout. Donc voilà, ni les télés d'ailleurs, si elles sont en panne, on peut pas les réparer non plus. Enfin voilà. Donc, des fois, il y a un Dommage, peu des... dommage. Il y a des amalgames un peu Bon, entre différents métiers de sciences et ouais, mais non, c'est deux trucs très très différents. On va profiter de ces 3 dernières minutes pour prendre un petit peu les ouais, questions de nos élèves. Alors, il y a une question de Loïc, si je ne me trompe pas, Marion. ouais, c'est ça. Loïc, effectivement, qui revient un petit peu sur le salaire hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et il se demandait, alors c'est peut-être une idée reçue qu'on peut avoir aussi, il se demandait si on gagnerait plus d'argent en travaillant aux États-Unis. Euh, Peut-être, peut-être. Oui, enfin, ça dépend dans quelle entreprise. Évidemment, si on travaille chez Facebook ou chez Microsoft, on va toucher plus d'argent que dans une petite PME en France, ça c'est logique. Après, il faut savoir qu'aux États-Unis, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas tous les conforts qu'on a, on n'a pas de chômage, donc on gagne plus, mais il faut aussi faire plus attention à côté. Voilà, donc je pense que c'est un autre modèle économique tout à fait différent et je pense qu'il faut essayer les deux pour savoir lequel on préfère. Mais oui, en effet, c'est possible qu'on gagne un peu plus aux États-Unis. Alors, Simon, il y a une demande à nouveau de Boubacar qui demande quelle est la clientèle qui est visée par Wenabi. Est-ce que tu peux revenir effectivement sur le lien entre entreprise et association? Bien sûr. Alors, donc en fait, sur la plateforme, alors nous, on vise plutôt des grosses entreprises, donc des entreprises du CAC 40 en général, heu, pour justement parce qu'en fait, on va viser beaucoup d'employés pour justement générer de la participation et essayer de faire que, enfin, en fait, si on visait des
plus petites entreprises, on aurait peu de gens qui s'engagent parce que l'engagement, c'est quand même plutôt un truc communautaire et on aime quand il y a beaucoup de choses qui s'engagent avec nous. Donc nous, on vise plutôt des grosses entreprises. Voilà, mais après, c'est quelque chose qui peut se dupliquer et être fait par n'importe qui. Mais nous, notre type, c'est quand même plutôt les grosses entreprises. On a une autre question aussi qui est intéressante, je trouve. Mm. Par rapport à à tes compétences quand on est développeur, est-ce que on peut, par exemple, développer un jeu vidéo ou non, c'est plutôt voilà, site web? Disons que c'est des spécialités différentes. Enfin, en fait, quand on est développeur sans rien derrière, on peut tout faire. Il faut juste savoir comment faire. Et oui, en effet, on peut très bien être développeur web dans sa journée type, enfin dans son métier et développer des jeux à côté. Ça demandera, mais c'est presque deux formations différentes, c'est des langages différents, c'est des façons de faire différentes. Et en plus, dans les jeux vidéo, il y a quand même beaucoup de mathématiques. Donc il faudra, on peut le faire. Enfin, c'est ce que je fais d'ailleurs. Moi, j'ai des petits jeux à côté que je développe, mais c'est vraiment pas du tout relié à mon travail. C'est possible, mais c'est vraiment deux trucs très différents, quoi. Et ça demandera beaucoup de temps, en fait, beaucoup d'investissement, toujours pareil, pour être très bon dans les deux. Très bien. Eh bien, il y a plusieurs questions des élèves. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce live. Il est midi. On va essayer effectivement de prendre vos questions, chers élèves, et puis on pourra les poser à Simon par la suite et on fera une petite synthèse dès demain matin. On va revenir sur des éléments importants. Eh bien, Simon, on te remercie pour ce live et cet échange qui fut fort intéressant. On a des retours déjà des élèves qui nous disent que ce live était génial et que en tout cas le codage ou le développement web, c'est quelque chose qui a l'air d'être hyper intéressant. Donc, je pense que certains élèves vont peut-être faire des stages, en tout cas dans les entreprises, dans ce domaine-là. Donc, c'est super. Voilà. Eh bien, on Parfait. espère te revoir très bientôt sur une de nos actions, sur nos actions futures plutôt. Et on te souhaite une très très bonne journée. Merci Simon. Merci. Super. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.